Donc maintenant, on va regarder les différents points du dossier enfant de la MDPH. Il y en a beaucoup. Donc voilà, j'ai listé là sur cette petite fiche les différents points du dossier. On va tous les voir, sauf les points A à A9, qui sont des données concernant la famille et l'enfant, l'âge de l'enfant, l'adresse, etc. Donc le premier point, qui est vraiment important, c'est celui des aides financières. Pour les enfants handicapés, il y a deux types d'aides financières qu'on peut recevoir de la MDPH. Il y a l'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui est le point C du dossier MDPH. Et il y a la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est le point F du dossier. On va regarder déjà l'AEEH, qui est l'allocation la plus couramment versée. Donc l'AEEH, c'est une prestation forfaitaire, c'est-à-dire c'est le même montant qui va vous être versé chaque mois. Et cette prestation va permettre le financement, total ou partiel, mais la plupart du temps évidemment partiel, des frais liés au handicap de l'enfant, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Alors, il faut savoir que selon le type de prise en charge, certaines vont être remboursées par la sécurité sociale et d'autres non. Donc, voir des médecins, c'est remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle. Voir une orthophoniste, c'est pareil, parce que c'est une profession qui a un conventionnement avec la sécurité sociale. En revanche, tout ce qui est psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, il n'y a pas de conventionnement sécurité sociale, ce n'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Donc il faut faire une demande de financement par la MDPH. Donc autre chose que l'AEEH pourra en partie prendre en charge, c'est la diminution ou la cessation d'activité de l'un des parents. Alors, il y a quelques conditions pour percevoir l'AEEH, mais qui ne sont pas très restrictives. Déjà, il faut résider en France. Il faut avoir un enfant en situation de handicap qui a moins de 20 ans et qui a soit un taux d'incapacité de plus de 80%, soit un taux entre 50 et 79% s'il fréquente un établissement d'enseignement adapté ou si son état exige le recours à des soins à domicile. Après, il ne faut pas s'inquiéter, pour un enfant autiste, cette condition va être remplie. Il y a de très très rares cas où l'AEEH a été refusée, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. L'AEEH n'est pas soumise à des conditions de ressources. Alors, dans la partie du dossier MDPH sur l'AEEH et les compléments, vous avez un tableau de frais à remplir. Donc sur le dossier, ce tableau est assez petit, donc vous pouvez effectivement le remplir sur le dossier ou vous pouvez le joindre sur un feuillet séparé, par exemple en faisant un petit tableau sur Excel ou sur Word. Il faut indiquer l'ensemble de vos coûts en détaillant bien chaque poste de coût et sa périodicité. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Par exemple, des frais de psychomotricité, vous allez indiquer un montant mensuel, alors que si vous avez suivi une formation sur la BA, par exemple, vous mettrez ça comme un frais annuel, puisque c'est quelque chose d'épisodique. Il faut faire bien attention à joindre tous les justificatifs. Donc, pour des intervenants en libéral, ça va être des factures. Pour des intervenants salariés à domicile, ça va être des fiches de paie et des attestations de charges CESU. Et si vous n'avez pas encore de facture ou de fiches de paie, parce que vous n'avez pas encore démarré la prise en charge, que vous attendez d'avoir des allocations, il faut joindre les devis que vous ont fait les professionnels qui vont suivre votre enfant. Donc, l'AEEH est séparée en deux petits volets distincts. Donc il y a l'AEEH de base qui est versée systématiquement dès que les conditions données dans la page précédente sont satisfaites. Donc cette AEEH de base a un montant de 130 € actuellement. Et il y a ensuite des compléments. Les compléments peuvent aller de 1 à 6 et vont dépendre de deux choses. Des frais liés au handicap de votre enfant et de votre diminution ou cessation d'activité. Il y a aussi une majoration parent isolé, quand le parent est reconnu comme parent isolé par la CAF, à partir du complément 2, sachant que plus le complément est élevé, plus la majoration parent isolé est élevée. Les compléments 5 et 6 ne sont donnés habituellement que quand il y a un arrêt complet d'activité professionnelle de l'un des deux parents ou quand le handicap de l'enfant rend nécessaire l'embauche d'une tierce personne à temps plein. Maintenant, certaines MDPH vont quand même attribuer ces compléments de manière dérogatoire pour frais. Si les frais de la famille sont très très importants,
pour payer les prises en charge de l'enfant, et notamment si l'enfant est par exemple en attente d'une place en établissement. Alors, ce qui est vraiment important pour maximiser vos chances d'obtenir une AEH avec des compléments qui vont compenser correctement vos dépenses, c'est de tout justifier et de tout argumenter. Donc, il va falloir justifier vos différents frais, expliquer pourquoi vous avez choisi telle et telle prise en charge, justifier votre diminution ou votre cessation d'activité. Il ne suffit pas de dire j'ai dû cesser mon activité à cause du handicap de mon enfant, mais bien montrer pourquoi l'emploi du temps de l'enfant, la scolarité à temps partiel, les différentes prises en charge, les temps de trajet pour aller aux prises en charge, le fait que vous ne puissiez pas laisser votre enfant à la cantine, que vous ne puissiez pas le laisser à la garderie le soir, des choses comme ça, vous contraignent à avoir une activité professionnelle réduite ou à cesser. Donc il faut bien vous référer au barème d'attribution de l'AEH et des compléments qu'on trouve sur Internet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'AEH et les compléments, c'est une somme forfaitaire. Donc il faut bien savoir que ça va très très rarement couvrir à 100% vos frais. On va passer maintenant à la PCH. Donc la PCH, c'est une autre prestation financière. Ça s'appelle PCH, prestation de compensation du handicap. Elle, c'est une prestation qui n'est pas forfaitaire et qui est versée sur justificatif. Donc elle pourra être un peu différente chaque mois avec un montant maximum mensuel. Donc il y a des conditions un peu plus restrictives que pour l'AEH. La première condition, c'est de répondre aux critères d'attribution de l'AEH plus complément. La deuxième condition, c'est d'avoir soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle de la vie quotidienne, ou bien une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles de la vie quotidienne. Ces activités essentielles, ça va être par exemple manger, se laver, s'habiller, aller aux toilettes. Donc c'est rare que de très jeunes enfants de 2-3 ans soient éligibles à la PCH parce que le degré d'autonomie de l'enfant va être évalué par rapport aux autres enfants de son âge. Donc la plupart des MDPH vont considérer qu'il est tout à fait normal pour un enfant de 2-3 ans de ne pas être autonome. Donc habituellement, suite à une demande de PCH, une personne de la MDPH va se déplacer chez vous pour évaluer vos besoins. Donc, la PCH est une prestation qui comprend plusieurs volets. Il y a un volet aide humaine, un volet aide technique, un volet aménagement du logement, un volet d'aide au transport, un volet d'aide spécifique ou exceptionnelle et un volet d'aide animalière. Nous, ce qui va nous concerner dans le cadre de l'autisme, c'est essentiellement l'aide humaine et aussi accessoirement l'aide spécifique et l'aide exceptionnelle. Donc le point le plus important, ça va vraiment être la PCH aide humaine. Donc la PCH aide humaine, elle permet la rémunération d'un aidant. Ça peut être un aidant familial, par exemple le papa ou la maman de l'enfant handicapé, ou les deux, ou une tierce personne qui est embauchée par la famille. Donc l'aidant familial, il va pouvoir percevoir une rémunération, mais qui restera très faible. Elle peut être de 3,67 € de l'heure, ou elle peut être majorée à 5,51 € de l'heure si l'aidant a complètement arrêté son activité professionnelle ou l'a beaucoup diminuée. Donc il y a en plus un plafond qui est fixé à 946 € par mois, c'est-à-dire que même si vous consacrez toute votre semaine à vous occuper de votre enfant handicapé, vous ne pourrez pas dépasser ce plafond, à part quelques cas où on peut avoir une majoration de 20% qui peut amener à 1 135 € par mois. Alors la PCH aide humaine donc, peut servir à rémunérer un aidant familial et peut servir également à rémunérer une tierce personne. Les deux sont d'ailleurs cumulables. Donc là, les taux, les montants horaires vont être beaucoup plus élevés. Donc ça pourrait être en emploi direct, c'est-à-dire si la famille emploie directement un salarié à domicile, le montant va être de 12,49 € de l'heure. La famille peut aussi passer par un service prestataire agréé. Donc passer par un service prestataire, ça fait que la famille n'est plus l'employeur direct de la personne qui va venir travailler à domicile. C'est le service prestataire qui va être employeur. Et donc, il faut pouvoir rémunérer un peu le service prestataire aussi. Donc, dans ce cas-là, ça va passer à 17,77 € de l'heure. Alors, bien souvent, le coût du salarié à domicile ou de l'aidant va être supérieur à ces tarifs de 12 € ou de 17 €. Et dans ce cas-là, la partie qui dépasse ces 12 ou ces 17 € va rester à votre charge. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut faire assez attention, c'est que la PCH aide humaine va permettre de financer un salarié à domicile.
Alors, soit qu'on rémunère en CESU par emploi direct, ou soit via un service prestataire, mais ça ne permet pas de rémunérer des professionnels qui travaillent en libéral, comme une psychologue en libéral, une ergothérapeute, une psychomotricienne, par exemple. C'est vraiment une des limites de la PCH. Alors, la PCH transport, elle va permettre de se faire rembourser des frais de transport qui ne sont pas financés par ailleurs par la Sécurité sociale ou par le Conseil général. On va voir plus loin dans quel cas le transport est financé par la Sécurité sociale ou par le Conseil général. Et ça peut concerner aussi bien le surcoût lié au trajet en voiture personnelle, donc pour payer l'essence, ou avec d'autres moyens de transport, des transports collectifs, des taxis, etc. Donc la PCH aide spécifique. C'est un autre volet de la PCH qui peut être intéressant pour les familles d'enfants autistes. Ça s'appelle en fait PCH aide spécifique ou exceptionnelle. Donc il y a les charges spécifiques qui sont définies comme des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et qui ne sont pas prises en compte par d'autres volets de la PCH. Donc pour un enfant autiste, ça va permettre par exemple de financer du matériel récurrent, par exemple des couches pour un enfant qui n'a plus l'âge de porter des couches. En général, c'est à partir de 4 ans qu'on peut considérer que l'enfant a dépassé l'âge habituel de porter des couches. Ça peut permettre aussi de financer les professionnels en libéral. Maintenant, le montant mensuel reste très limité, puisque c'est 75% maximum, c'est 75% des dépenses effective dans la limite de 100 € par mois. Donc voilà, si vous avez besoin d'embaucher du personnel en libéral, psychologue, ergothérapeute, etc., vous ne pourrez pas avoir un remboursement au-delà de 100 € par mois. Il y a ensuite les charges exceptionnelles qui sont faites pour couvrir des dépenses plus ponctuelles, par exemple l'achat de matériel comme une plastifieuse, du scratch, des choses comme ça pour fabriquer les supports de travail de l'enfant, ou la formation des parents, si vous allez suivre une formation à l'autisme. Le montant, il est lui aussi limité à 75% des dépenses dans une limite de 1 800 € sur 3 ans, ce qui revient à peu près à 50 € par mois. Alors, on va regarder un peu plus précisément le choix entre AEH et complément et PCH. Donc normalement, la famille peut tout à fait demander les deux prestations. Voilà, dans le dossier MDPH, on va cocher AEH et PCH. Et elle aura un droit d'option entre les deux prestations. C'est la MDPH qui lui proposera les deux, avec les montants proposés pour chacune, et la famille qui choisira. Alors, comme on l'a dit, la PCH couvre assez mal le libéral, donc c'est vraiment une chose à prendre en compte dans le choix entre les deux prestations. Donc la PCH va être intéressante si la famille a des frais importants pour embaucher un salarié à domicile ou via un prestataire, mais ce sera beaucoup moins intéressant si la famille a des frais importants pour embaucher du personnel en libéral. Il y a une autre chose importante à savoir, c'est que l'AEH et complément n'est pas considéré comme un revenu. En revanche, la PCH est considérée comme un revenu. Ça a pas mal d'implications. Déjà que la PCH aidant familial a un impact sur les prestations sociales, notamment sur le RSA socle. Donc la PCH aidant familial n'est pas compatible avec le RSA socle, ou si vous avez un montant de RSA supérieur au montant de PCH aidant familial, par exemple 900 € de RSA et 500 € de PCH aidant familial, vous toucherez le différentiel de RSA. Donc dans ce cas-là, 400 €. Ça peut aussi faire chuter les prestations de type aide au logement. Ça peut entraîner la perte de la CMU complémentaire, donc il faut bien vérifier les barèmes et les plafonds de la CMU complémentaire. Il faut savoir que tout ça reste très flou. La loi n'est pas très claire, elle n'est pas du tout appliquée de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Donc il faut vraiment faire assez attention à ça. Comme on a dit, la PCH aidant familial est un revenu, elle est donc imposable. Dans le cadre de l'impôt sur les revenus, elle se déclare dans les bénéfices non commerciaux, les BNC. Mais si vous n'êtes pas imposable, de toute façon, ce n'est pas ça qui va suffire à vous rendre imposable, parce que ça reste un montant mensuel assez réduit. De plus, la PCH aidant familial va entraîner un appel à certains types de charges sociales, la CSG, la contribution sociale généralisée, et la CRDS, bon, je ne connais plus très bien le sigle, qui sont des impôts à payer, même si vous n'êtes pas imposable, et qui peuvent quand même correspondre à un montant relativement important, par exemple environ un mois de PCH aidant familial par an.
Donc comme je disais tout à l'heure, l'AEH et ses compléments, ça n'a pas d'impact sur les impôts ni sur les prestations sociales parce que ce n'est pas considéré comme un revenu. Donc en conclusion, on peut dire que le choix entre AEH et compléments et PCH doit être vraiment mûrement réfléchi. Il faut bien vérifier avant de choisir quel est l'impact de la PCH aidant familial sur les prestations sociales que vous touchez. Si c'est possible d'aller voir une assistante sociale pour faire des simulations, faites-le. Et surtout faire attention parce que les effets de bord de la PCH sont mal connus des MDPH, des conseils généraux, des CAF, des services fiscaux. Donc souvent, même quand on pose la question, on n'est pas forcément très bien renseigné.